heureux, en tant que responsable de la Fondation pour la prospective et l'innovation, de vous accueillir pour cet échange ce matin sur l'intelligence artificielle. Je voudrais remercier Jean-Hervé Lorenzi, qui, vous le savez tous, le professeur président du Cercle des économistes, qui rayonne de son influence intellectuelle dans notre pays. Et au-delà, je suis très heureux de le retrouver pour cet échange sur l'intelligence artificielle et notamment son impact économique. Et je suis très heureux aussi d'accueillir Gérard Rouquayrol, le président du pôle numérique de l'Académie des technologies, qui participe à cet échange. La Fondation Prospective et Innovation, avec l'ambassadeur de Gallais qui a organisé cette rencontre, a mené un certain nombre de travaux au cours de l'année passée sur l'intelligence artificielle. Nous avons commencé par une réflexion approfondie avec le philosophe Luc Ferry et nous avions fait ce travail en partenariat avec l'Académie des technologies. Puis nous avons travaillé avec Éric Anderlin sur le thème notamment de la propriété intellectuelle et naturellement avec toutes les questions qui sont liées derrière ce développement de la révolution numérique avec les questions et de liberté et de propriété. Ensuite, nous avons organisé un débat très intéressant pour la première fois, je crois, entre un think tank américain et un think tank chinois. Et l'année dernière, je vous assure que ce n'était pas facile à organiser, mais nous avions, avec l'Atlantic Council et le Boao Forum, une centaine de hauts dirigeants qui représentaient les États-Unis, la Chine et aussi naturellement l'Europe pour échanger sur ce sujet. Et on a vu, et on va y revenir, l'enjeu de pouvoir, l'enjeu de compétition qui était évident sur ces questions. Et enfin, nous avons fait un séminaire avec le cabinet Allen et Overy et nous avons creusé un peu la question de la régulation de l'intelligence artificielle, comment essayer de maîtriser ses forces et de valoriser les avantages de cette évolution et d'essayer de maîtriser les inconvénients. Et pour cela, aujourd'hui, nous sortons un petit livre sur l'intelligence artificielle qui rassemble ces différents travaux. Et puisque c'est une concordance des temps, je voudrais signaler aussi qu'une instance amie, l'IRIS, avec Pascal Boniface, a lui sorti un livre sur la géopolitique de l'intelligence artificielle qui est aux éditions Erol et qui sort en même temps. Donc, une certaine publication aujourd'hui, densité de publication sur ces sujets, naturellement parce que nous sommes au cœur d'une réflexion particulièrement envahissante aujourd'hui, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan politique, avec cette généralisation du processus de l'apprentissage profond qui sert à naturellement beaucoup de choses. Dans mes différentes responsabilités, je rencontre l'intelligence artificielle souvent, largement autant que l'intelligence naturelle d'ailleurs, mais je vois un certain nombre de sujets qui sont passionnants. Vous allez visiter les services secrets de notre pays et vous vous apercevez que ces grandes organisations où sont les espions, les James Bond du XXIe siècle, en fait maintenant, pour l'essentiel, ce sont des mathématiciens, ce sont des jongleurs d'algorithmes qui possèdent les possibilités aujourd'hui, avec cet apprentissage profond, de sélectionner la singularité dans des masses de données. Et on voit naturellement aujourd'hui un certain nombre de sujets sur le plan industriel. Naturellement, tout le monde pense à la voiture autonome, mais sur le plan stratégique, sur le plan de la sécurité, sur les plans naturellement de tout ce qui concerne l'organisation des sociétés, jusqu'à ce qui est aujourd'hui développé fortement en Chine avec cette reconnaissance faciale qui inquiète beaucoup à l'Ouest et qui se généralise complètement aujourd'hui à l'Est. Et donc là, on voit bien que ce sujet est en train de devenir pour nous un sujet dominant, un sujet qui interpelle tout, qui interpelle les questions de liberté des pays, c'est-à-dire la question de la souveraineté, qui interpelle la question des libertés de la personne, c'est-à-dire la question des big data, avec tout ce que l'on voit aujourd'hui se développer, notamment avec l'informatique
quantique, et tout ceci naturellement dans un contexte géopolitique bien particulier, avec cette tension de guerre froide entre la Chine et les États-Unis, dont on voit bien que la première bataille a été sur celle du commerce, la deuxième sur celle de la téléphonie et de la technologie, et on voit bien maintenant que nous sommes entrés dans cette guerre froide dont l'intelligence artificielle est le cœur du sujet. Donc, sur ces questions-là, nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Gérard Rouquayrol et Jean-Hervé Lorenzi. Gérard Rouquayrol est notamment particulièrement intéressé et a réfléchi aux questions de la puissance des plateformes, c'est-à-dire toutes ces structures qui fédèrent les produits de la révolution numérique. Et donc, il y a là aujourd'hui une puissance affichée. Certains essaient de la fiscaliser, mais on voit bien que tout ça est compliqué à maîtriser. Et nous verrons avec Jean-Hervé Lorenzi les conséquences, notamment sur notre organisation économique, sur notre structure économique, sur l'emploi et évidemment, et peut-être aussi tout autour sur les questions de formation et sur les questions très, très stratégiques de compréhension de ce sujet, parce qu'il y a un danger important dans une société démocratique, c'est que si les citoyens ne comprennent pas ce qui se passe, on voit qu'il peut y avoir un certain nombre de manipulations. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis récemment peut inquiéter les démocraties si elles ne maîtrisent pas les flux de l'information et de gestion de données à l'intérieur du circuit, puisqu'au fond, la démocratie, c'est quand même la capacité à s'exprimer ces différentes données dans un système de liberté. Et on voit qu'il y a des menaces qui sont aujourd'hui très puissantes en cette matière. Nous allons échanger donc sur ces différentes questions. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Serge de Gallet est à la console et peut enregistrer avec, en appuyant sur l'indicateur questions-réponses. Vous pouvez le solliciter et nous pourrons, en fin de débat, répondre à vos questions et évoquer les sujets que vous souhaitez qu'on puisse évoquer. Et je laisserai la parole en fin d'échange à Serge de Gallet pour qu'il puisse fédérer vos interventions. Et je laisse tout de suite la parole, notamment pour parler de cette puissance des plateformes, mais aussi pour toutes les réalités de la transformation numérique avec le rôle de l'intelligence artificielle. Je laisse la parole à Gérard Rouquayrol comme première intervention. Merci à tous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Je crois effectivement commencer par essayer de replacer un peu les rôles et les parties en présence quand on parle de transformation numérique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle par rapport à la transformation numérique? Est-ce qu'il y a équivalence entre transformation numérique et intelligence artificielle? La réponse que nous donnons à l'Académie des technologies en particulier, c'est que il y a des transformations numériques et il y a l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer, d'accélérer les transformations numériques. Et c'est ce point de vue-là que je souhaitais vous présenter sous forme de quelques transparents, parce qu'un dessin, souvent, ça permet de mieux comprendre rapidement. Voilà, donc le titre de mon exposé, c'est plateformisation, parce que c'est le phénomène que nous considérons comme fondamental dans la transformation numérique, dans la transformation de la société. Et l'intelligence artificielle, avec tous les aspects que vient de décrire M. Raffarin, va permettre d'améliorer le processus de plateformisation, le rendre plus efficace, le rendre plus pertinent. Et pour ça, et pour présenter cela, on a de fait, et c'est lié à l'évolution des technologies, des semi-conducteurs vers la miniaturisation, des télécommunications qui deviennent de plus en plus haut débit sur des surfaces de plus en plus larges, ou bien encore des logiciels qui progressent pour permettre de construire au-dessus de ces infrastructures comme Internet, une forme d'abstraction de machines qui font que ensuite c'est facile de faire des applications. Eh bien, tout ça conduit à une vision d'une infrastructure de système informatique, je dirais, qui se compose de trois mondes, un univers composé de trois mondes, le monde réel dans lequel nous sommes, tous autant que nous sommes, un monde de la connectivité lié aux télécoms, et puis un nouveau monde qui se construit, qu'on a appelé le nouveau monde des intermédiaires, et qui est caractérisé par des concentrations phénoménales de moyens de calcul et d'archivage de données.
ce nouveau monde des intermédiaires, en fait, bénéficie de l'évolution des semi-conducteurs dans le sens où, depuis les années 2000, depuis le milieu des années 2000, la puissance de calcul n'évolue pas en fonction de la fréquence d'exécution des instructions. Elle a été stabilisée. Par contre, la meilleure façon d'obtenir de la puissance, c'est de regrouper beaucoup de ressources entre elles. Et là, on assiste à la création de très gros data centers répartis un peu sur la planète. Et par rapport à ces trois mondes, la transformation numérique à laquelle on assiste, c'est un modèle assez simplifié, bien sûr, elle procède en deux étapes. Première étape consiste à augmenter le monde réel, rajouter des capacités à tous les éléments du monde réel, que ce soit les individus, même les animaux ou les objets qui nous entourent, par des techniques d'électronique, par des microprocesseurs embarqués ou pas. C'est l'homme étendu par son téléphone portable ou son PC, mais c'est aussi le capteur qu'on va mettre dans des machines-outils diverses et variées. C'est aussi le robot qu'on va rajouter sur une chaîne de montage, etc., etc. Donc, grâce à l'électronique et au logiciel, on augmente les capacités du monde réel. Mais comme tout ceci, c'est du numérique, c'est du calcul numérique, mais on peut en profiter pour communiquer, parce que de fait, les télécommunications sont devenues, depuis maintenant 20 à 30 ans, du calcul numérique. D'accord? Et on peut faire appel à des services du nouveau monde des intermédiaires, et à ce moment-là, en profiter pour obtenir des données sur le monde réel, qu'on va transformer en connaissances sur ce monde réel, d'accord, et réintermédier complètement sous forme de services en ligne, d'accès à des services en ligne, les relations qui existent dans le monde réel. Et c'est cette transformation qui est à l'œuvre et qui peut s'itérer, bien sûr, et qui fait qu'on est dans une nouvelle société et c'est une transformation, je dirais, et ça, je parle peut-être sous le contrôle sûrement même sous le contrôle des économistes, qui est véritablement une transformation systémique ou holistique, c'est-à-dire que les relations dans la société entre individus, les relations entre individus, organisations, entreprises, administrations, se sont réintermédiées par des appels à des services en ligne. Et ça change beaucoup de choses. Vous en connaissez, bien entendu, plein d'exemples sans avoir à tous les rappeler ici, que ce soit Uber, que ce soit Booking.com, etc., etc. Alors, ceci donne finalement une autre façon de voir, les rapports, notamment les rapports économiques, c'est qu'on est dans un système où tout est service. Toute activité est accessible via un service en ligne. Les Américains parlent de XaaS, Everything as a Service. Et puis, se créent donc dans ces nouveaux intermédiaires, ce qu'on appelle des plateformes, et puis des entreprises plateformes, qui finalement ont deux types de clients, et créent un écosystème, qui sont ceux qui offrent les services et ceux qui utilisent les services. Alors, je crois que les économistes parlent alors de marché biface, mais ce qui est ensemble, c'est que ce qui est important, c'est qu'un opérateur de plateforme n'a pas qu'un seul type de client. Il a deux types de clients et ça, je dirais, son efficacité va consister à essayer de faire développer globalement l'écosystème dans toutes ses dimensions. Donc, le but d'une plateforme, finalement, est double. Il est de développer des offres de services accessibles en ligne et vous verrez que toutes les grandes plateformes disposent de moyens pour développer les services et attirer à elles des offreurs de services. Et puis, bien entendu, la plateforme va déployer les services eux-mêmes à partir, disons, de ceux qui sont capables de les offrir. Donc, c'est bien ça, c'est la mécanique, disons, fondamentale qui est à l'œuvre et on la voit, et je vous donnerai des chiffres de marché tout à l'heure pour montrer que c'est colossal. C'est véritablement la mécanique qui est à l'œuvre dans toutes nos sociétés. Et je vais vous donner un exemple, notamment sur la santé, parce que on en parle beaucoup, bien entendu, hein, Covid oblige. Il y a eu aussi tout ce qui s'est dit sur l'évolution du système de santé. Et on s'aperçoit que la plateformisation du système de santé, c'est vraiment un enjeu majeur pour un pays comme le nôtre, dont on sait qu'il est malheureusement un peu vieillissant et donc soumis à, disons, à une augmentation des dépenses de santé qui est tout à fait importante. Si je regarde dans mon modèle le système de santé, je vais trouver à gauche, en fait,
eh bien, tous les éléments du système de santé, au premier lieu, bien entendu, les patients, mais aussi les professionnels, les hôpitaux, les parcours de soins, les équipements, les objets connectés divers et variés qu'on va pouvoir utiliser comme des montres pour diagnostiquer ou regarder un certain nombre d'éléments, de paramètres importants. Ça peut être aussi l'administration du système de santé, la sécurité sociale, etc. Donc ça, c'est la partie réelle. Et de l'autre côté, on a un ensemble de services qui, en fait, peuvent être de nature très, très différente. Alors, un premier ensemble de services, c'est ce qu'on appelle, par exemple, la médecine des 4P. Puisqu'on arrive à capter beaucoup de données sur les patients, par exemple, et sur beaucoup de patients, puisque ces infrastructures sont vastes, on aura, disons, un champ d'observation très vaste et on va pouvoir faire notamment des statistiques ou de l'apprentissage profond et permettre de connaître un peu mieux, de détecter un peu plus vite des pathologies qui émergent, etc. Et donc ça, c'est la médecine des 4P qui est à la fois préventive, prédictive, personnalisée et qui va permettre, disons, d'être au plus près du patient. Si jamais. Alors, il y a d'autres aussi services qui vont être absolument fondamentaux. C'est par exemple le parcours de soins. Quand quelqu'un est malade, il a plusieurs examens à faire, utiliser plusieurs équipements. Tout ceci peut être complètement enregistré dans le système informatique correspondant et synchroniser tous les corps de métier qui vont intervenir dans le parcours de soins, évitant bien entendu beaucoup de redites, et finalement permettant d'optimiser même sur le plan financier le parcours de soins. D'autres points aussi que je cite, c'est tout ce qui est optimisation de l'utilisation des lits d'hôpitaux. Dès qu'on connaît mieux les gens, on sait quand on les fait partir qu'ils ne reviendront pas quelques jours après, et ce qui, à ce moment-là, génère des coûts de gestion des hôpitaux, des lits d'hôpitaux de façon faramineuse. Donc là, la transformation du système de santé se prête bien finalement à cette vision plateformisée de la santé. Et le but qu'on peut attendre, la promesse que, disons, ceux qui écrivent sur le sujet regardent finalement de cette infrastructure, elle est double. Et je voudrais insister sur ce point. C'est que finalement, si ça marche, et il y a quelques raisons de croire que ça marche, on va atteindre un double objectif, une forme de Graal. C'est-à-dire qu'on va améliorer la qualité de vie de chacun, mais aussi on va maîtriser les dépenses de santé. Et c'est ce double. En général, on va dépenser beaucoup d'argent pour améliorer la qualité de vie. Là, ce qu'on peut faire, c'est les deux. Ce qui est, d'une certaine manière, c'est ce que permet l'informatique. On va essayer de faire du sur-mesure au prix du prêt-à-porter. D'accord. Et c'est ça un des avantages majeurs, je dirais, que ces plateformes peuvent offrir quand elles sont bien dirigées vers les bons objectifs, bien sûr. Je voudrais dire à ce propos qu'il y a actuellement au ministère de la Santé deux hauts fonctionnaires remarquables qui ont une vision totalement en ligne avec ça du système de santé qu'ils ont fait inscrire dans la loi Ma Santé 2022 et qui est vraiment remarquable. Ils ont commencé à la mettre en place et je dois dire que cette vision est pour moi vraiment exceptionnelle et c'est pas facile à implanter ça dans le milieu médical comme vous pouvez l'imaginer et il mérite, Dominique Pont et Lara Letourneau, d'être fortement soutenus dans leur démarche. Alors, simplement maintenant quelques éléments rapides pour dire comment l'intelligence artificielle va intervenir dans le dispositif que je viens d'indiquer. Il va intervenir, disons, dans le monde réel, notamment pour faciliter l'interaction avec l'ensemble du système, notamment par l'usage de la langue naturelle, par l'usage, disons, de la reconnaissance de forme et l'analyse de scène du point de vue de la visualisation des appareils qui sont dans le monde réel. Mais l'autre partie, donc la partie droite, il va y avoir c'est là que vraiment, disons, les techniques d'apprentissage et autres vont se déployer très fortement et tirer parti des données. Et ceci sous deux angles. Un premier angle qui consiste à dire on va reconstituer dans le monde virtuel, le monde de droite, le monde réel. C'est-à-dire que si j'ai par exemple une ligne de machine-outil à gérer, eh bien, chaque machine-outil aura ce qu'on appelle son jumeau numérique,
dans le monde virtuel. Mais jumeau numérique, il sera augmenté de toutes les informations que n'a pas la machine physique, puisqu'on pourra lui donner des informations sur l'ensemble de ses partenaires, finalement, dans le montage d'une voiture ou autre, ou d'un objet. On lui donnera aussi des éléments, par exemple, on peut remplacer des capteurs profonds dans les moteurs de ces machines par des modèles mathématiques, disons, du comportement, par exemple, d'une pompe ou d'une machine-outil, ce qui permet de mieux cerner, et à la fois maintenir les machines-outils, etc. Donc, cette abstraction dans le monde virtuel du monde réel est un élément extrêmement important. Vous allez le retrouver sous d'autres noms et dans d'autres domaines. Ça va être, par exemple, dans le domaine de la santé, le DMP. Le DMP, le dossier médical partagé, c'est le double numérique, c'est le jumeau numérique du patient. Sur les bâtiments, par exemple, il y a maintenant des normes qui sont mises en place, qu'on appelle le BIM, le Building Information Model ou Management, et qui modélise complètement un bâtiment de manière assez standardisée. Donc, on a des représentations qui finalement agrègent des données venant de plusieurs sources et qui font vraiment de la valeur ajoutée très importante du point de vue informationnel par rapport à la machine, aux machines physiques et aux éléments physiques. Et tout ceci, donc, ça va permettre de faire un certain nombre d'opérations depuis, et grâce à la puissance de calcul de tous ces ordinateurs accumulés, de faire tout un tas d'opérations de modélisation mathématique, de simulation, d'apprentissage et de statistiques. On va pouvoir prédire, en fait, le mot clé, c'est on va pouvoir prédire le fonctionnement du monde réel grâce aux données collectées et la façon de structurer ces données avec des techniques dont l'apprentissage en particulier, qui est disons le flambeau à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle, donc va participer. Alors, simplement, il faudrait aller assez vite maintenant, revenir sur cette généralisation de l'informatique prédictive. Je crois que c'est ça l'élément majeur. On prédit, hein, c'est-à-dire que l'ordinateur devient un peu Madame Irma, si je peux me permettre, et il y a en gros deux grandes façons de le faire. Il y a une façon qui va du général au particulier, c'est la déduction. On a un modèle général et on en déduit un cas particulier. C'est par exemple la météo. La météo, vous avez un modèle général de l'écoulement des fluides, de la mécanique des fluides sur notre planète. Et à partir de ces modèles, on va déduire le temps qu'il va faire demain à Paris, à tel endroit en particulier. Donc, on modélise les lois physiques. Ça peut être aussi de la logique formelle, dans le sens plus mathématique. On a un modèle qui est exact et on déduit donc un certain nombre de prédictions sur le comportement d'une aile d'avion, sur le comportement de la géométrie d'une automobile en particulier. L'autre méthode qu'on voit maintenant avec les données, elle est double, c'est exactement le contraire, c'est l'induction. C'est-à-dire qu'on va du particulier au général. Et le particulier, ce sont les données. Les données qu'on peut collecter grâce à Internet avec la mécanique, justement, que j'ai précisée il y a un instant. Et là, il y a deux grandes voies. Soit on va trouver un individu qui va faire un modèle pour essayer, par exemple, une régression linéaire, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces données. C'est ce qu'on appelle les big data. Et puis, il y a le phénomène, je dirais, où c'est l'ordinateur lui-même qui va construire le modèle. À base de systèmes de réseaux de neurones, par un processus d'entraînement sur les données. Il nous faut beaucoup de données. Et là, on repère qu'il y a des espèces d'invariants qui se construisent et qui vont permettre finalement d'essayer d'avoir un modèle de ce qu'on cherche, pour obtenir ce qu'on cherche. Ça peut être en particulier la voiture autonome. Et là, vous aviez évoqué la voiture autonome. Il faut bien voir que ce phénomène d'entraînement, il est extrêmement lourd, extrêmement demandeur de puissance de calcul et de données, donc il ne peut pas être fait dans la voiture. La voiture ne pourrait pas supporter les quantités d'ordinateurs qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour faire des modèles qui soient raisonnables, c'est-à-dire assez crédibles. Donc ce qui se passe avec la voiture autonome, c'est qu'on calcule le modèle dans le troisième monde. Et une fois qu'on a calculé le modèle, c'est-à-dire le réseau de neurones qui seront là, celui-ci est chargé dans la voiture. Et ce processus est refait très souvent, est remis à jour très souvent.
Donc voilà en gros toutes les façons connues actuellement pour faire de la prédiction. Il faut retenir de ceci que c'est la prédiction fondamentalement qui est importante, et puis il y a plusieurs techniques, et l'apprentissage en est une qui est facile, relativement facile à mettre en œuvre, mais il ne faut pas s'y tromper, peut être coûteuse. Un entraînement, c'est 1 million d'euros. Hein. Difficile de sortir de cette équation. D'accord ? Et je voudrais maintenant, pour terminer, rappeler un peu dans quel contexte on est au point de vue marché. Le support de ces plateformes, c'est ce qu'on appelle le cloud. C'est une infrastructure logicielle extrêmement complexe, maîtrisée par pas beaucoup de gens sur la planète, mais c'est une infrastructure. On a un peu tendance en France à gommer le fait que le cloud, c'est de l'infrastructure, pour dire il y a des télécommunications, puis au-dessus, il y a des applications. Non, il y a une très, très grosse infrastructure qui se chiffre en millions, en dizaines de millions, centaines de millions d'instructions de programmes, et on appelle ça du middleware, pour mettre en place une infrastructure de cloud. Mais on voit bien que c'est bien ça qui constitue l'essentiel disons, de la transformation numérique dans le monde, parce que là, j'ai pris quelques données de marché. On voit que en 2019, on était à 264 milliards de dollars de marché, et on va avoisiner dans quelques années, en 2027, de l'ordre de 1000 milliards de taille de marché, avec une croissance annuelle moyenne de 16%, ce qui est exceptionnel quand même. Donc on voit bien que c'est cette transformation de cloudification qui est la transformation qui guide complètement la transformation numérique et le passage au numérique. Alors la difficulté qu'on a, c'est les acteurs de ce marché, et j'en conclurai par ce biais. Eh bien, malheureusement ou heureusement, il n'y a que quelques acteurs qui dominent le marché. En particulier, le marché qu'on appelle des infrastructures, c'est-à-dire de tout le hardware qu'il faut déployer pour accueillir les applications de plateformes telles que je les ai décrites. Et le premier d'entre eux, c'est Amazon. Le second, c'est Microsoft. Le troisième, Google. Et on voit bien que Bill Gates, finalement, a gagné son pari sur IBM, parce qu'IBM n'est relégué qu'à la 4-5e place par rapport à Microsoft. Et puis ceux qui suivent sont les Chinois. Donc voilà à peu près la répartition du marché. Ces grands, on les appelle les hyperscalers, c'est-à-dire des gens qui possèdent des data centers énormes qui permettent d'accueillir des grands nombres de demandes de services simultanément. La difficulté à laquelle on est confronté en tant qu'utilisateur, c'est qu'ils sont totalement verticalement intégrés. Alors là, je m'explique, pendant des années, l'industrie de l'informatique s'est horizontalisée, c'est-à-dire que sa chaîne de valeur n'était pas possédée par l'ensemble de la chaîne de valeur n'était plus possédée par le même opérateur, la même entreprise. Et il y avait donc des entreprises différentes qui faisaient des processeurs, qui faisaient des logiciels, qui faisaient des services, pour aboutir au client final. Ce que font en fait les hyperscalers qui sont là, ils reconstituent la verticalisation du métier. Et une fois que c'est verticalisé, vous êtes prisonnier. C'est ce qu'on a appelé les mainframes dans les années 70, pour ceux qui ont mon âge, où chaque fois que vous mettiez un doigt dans un mainframe, vous y étiez à vie, parce que vous étiez complètement prisonnier des infrastructures, des logiciels qu'on vous avait fournis, et donc en sortir, c'était la croix à la bannière. Alors donc il y a eu tout un mouvement de standardisation, d'ouverture qui s'est créé entre 80 et 2000 pendant 20 ans, et maintenant avec les hyperscalers, c'est le contraire, on reverticalise complètement l'industrie, et en créant des zones propriétaires, totalement propriétaires, qui fait que le client qui rentre chez Amazon ou chez Microsoft, c'est un peu quand vous allez chez Auchan en tant qu'individu et vous dites « mais je trouve que les carottes sont pas bien », tout le monde s'en fiche, je dirais. D'accord. Et là, votre pouvoir, disons, de faire évoluer votre offreur de service en fonction de vos besoins devient extrêmement minime. Face à ça, et je terminerai par là,
titre d'exemple, j'ai là les valorisations boursières sur 10 ans des hyperscalaires. On voit que c'est même maintenant, je crois que Apple a dépassé les 2000 milliards de dollars de valorisation boursière. Il y a 10 ans de ça en arrière, c'était la pétrochimie, qui était en tête. Hein. Pour conclure, je vais donner, et ça permettra de lancer la deuxième partie, je voudrais dire quelques propositions que nous avons faites au niveau de l'Académie des technologies pour notre pays. Il faut prendre en compte que la plateformisation est un phénomène fondamental, quasiment inévitable. Et il nous semble important qu'à l'instar de ce qui est en train de se faire dans le domaine de la santé, les autres administrations s'y mettent. Les deux autres points qui se demandent peut-être un peu plus d'explication, c'est que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des données et les garder chez soi. Vous connaissez sûrement la fable de La Fontaine de l'avare qui a perdu son trésor. Hein. Après tout, ça concerne assez peu les autres, le fait que l'avare, puisqu'il n'en faisait rien de son trésor. Par contre, personne ne peut dire qu'il dispose de toutes les données qui lui sont nécessaires. Je serais-ce que parce qu'on est dans des sociétés où règne la division du travail, et donc on a toujours besoin de données d'autres avec lesquelles on est en relation. Et donc ça, c'est vraiment une idée force et que justement Thierry Breton soutient au niveau des directives européennes et que nous poussons à l'Académie des technologies. L'important, certes, c'est de mettre des données dans des grands entrepôts de données, mais surtout la vraie liberté, la vraie indépendance et la vraie autonomie, elle passera par la liberté de faire circuler les données numériques comme on le souhaite, indépendamment de lancer par exemple un transfert de données de chez Azure sur Google, de Google sur Amazon, etc., ou sur d'autres entreprises. C'est ça la véritable liberté, c'est ça qui crée la valeur ajoutée fondamentale de la donnée, c'est leur capacité à pouvoir bouger, à pouvoir se déplacer, à pouvoir circuler, certes avec les précautions qu'il faut, certes avec de manière contractuelle, mais c'est justement ça qui va faire qu'on va être indépendant des hyperscalers. Parce que chaque hyperscaler va essayer de protéger son précaré propriétaire, mais malheureusement, il ne couvrira pas tout le monde. Et moi, si je suis une entreprise, j'ai peut-être besoin de données qui sont localisé chez un de mes partenaires qui est chez Microsoft et d'un autre partenaire qui est localisé chez Google. Donc, ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire circuler la donnée parce que c'est ça qui amène beaucoup de valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas seulement la valeur d'usage de la donnée, il y a la valeur d'échange qui est tout à fait fondamentale. Et c'est ça au même titre qu'il y a en Europe une circulation des individus, de la monnaie, des biens et des services. Il faut absolument imposer une circulation libre des données numériques. Et ça, c'est le point majeur. Et alors, pour faire ça, il y a une initiative franco-allemande qui vient d'être créée à la fois par Altmaier en Allemagne et puis par Bruno Le Maire en France pour retrouver les éléments de cette indépendance de circulation des données. C'est l'initiative Gaia-X auquel l'Académie des technologies est très fortement associée, impliquée dans sa gestion. Voilà, je voulais en quelques mots rappeler tous ces éléments avant de... Merci beaucoup, Monsieur Rouquayrol, de cette présentation. À vous écouter, on comprend que l'intelligence artificielle, c'est prédire le réel, ce qui est le métier aussi des économistes. Donc, on va demander à Jean-Hervé Lorenzi de voir quel réel il nous prédit, notamment sur les équilibres économiques et sur l'emploi. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à Jean-Pierre Raffarin et à Serge Gallet de me faire participer à ce débat. Et je dois dire que l'exposé de Gérard Rouquayrol était absolument éblouissant, donc bravo. Mais moi, mon rôle, ça va être évidemment non pas du tout de m'insurger contre le progrès scientifique. Évidemment que je suis admiratif de tout ce qui se fait. Je pense que ceux qui sont, j'allais dire, réticents par rapport au progrès scientifique sont en réalité des individus qui ne réfléchissent pas beaucoup. Mais la réalité, permettez-moi de le dire, et ce sera mon rôle, on doit là quand même
quelque peu la nuancer, et notamment par rapport à un problème qui est, j'allais dire, évident, qui est le sujet clé des économistes depuis 2 siècles, c'est celui de savoir comment tout ça influe sur l'emploi. Et comme vous imaginez, c'est le problème qui, j'allais dire, interroge le plus des sociétés comme les nôtres, et évidemment très particulièrement dans la période que nous vivons, qui n'a rien à voir avec le thème que nous évoquons, mais il faut dire que le mot prédiction aujourd'hui est un mot qui apparaît effectivement un peu décalé par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre. Donc, je l'emploierai avec précaution. Première remarque, je voudrais vous faire 5-6 remarques et peut-être quelque chose qui nous réconciliera à la fin, enfin pas réconcilier à titre personnel, mais peut-être essayer de voir comment les deux approches peuvent au fond essayer d'être en synergie et non pas en opposition. Première remarque, la technologie ou les techniques ou les évolutions technologiques ou les innovations ont toujours terrorisé les êtres humains. C'est un élément que vous ne doit pas oublier. Elles l'ont terrorisé depuis toujours. Alors il y a des périodes très très anciennes. Moi, j'avais regardé un moment dans un bouquin auquel j'avais participé l'histoire des soldats grecs qui étaient terrorisés par l'arrivée des catapultes, parce que ça leur enlevait une partie de leurs activités. Ils avaient l'habitude de monter à l'assaut, pof, et de loin, on pouvait envoyer des projectiles. Mais dans le domaine qui est beaucoup plus proche du nôtre, l'histoire, c'est celle de la première révolution industrielle, c'est celle donc de l'arrivée, en gros, de la machine à vapeur qui va substituer au travail humain, j'allais dire, la force de la vapeur. Et ça se termine de manière assez violente parce qu'il y a des mouvements, notamment en Grande-Bretagne, très très puissants, qui s'appellent les ludistes, qui vont se battre comme des malades contre les machines. Il y a chez nous, en France, l'affaire des canuts de Lyon qui ont marqué l'histoire du XIXe siècle, l'histoire sociale, et surtout le fait que c'est la première fois dans l'histoire humaine que les Britanniques, qui ne sont jamais à l'abri d'être en avance sur les sujets, ont condamné le droit à condamner à mort des gens qui avaient cassé les machines. L'idée que l'on puisse en réalité punir du châtiment suprême des individus qui, au fond, se sont attaqués à des objets inanimés, c'était quand même, il fallait l'inventer, et c'est ce qui s'est passé au tout début du XIXe siècle. Donc, une grande violence qui n'a pas, j'allais dire, a été très très longue à dissiper, avec en réalité aussi un XIXe siècle qui n'a pas été très facile pour une partie de la population. Les économistes, eux, n'ont pas arrêté d'y réfléchir. Ça va j'allais dire, de Ricardo, qui avait rajouté un chapitre très très célèbre. Toute l'idée étant toujours de s'interroger, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que la machine est bien ou mal? Une fois de plus, je ne rouquayrole pas pour le bien-être des individus, puisque vous l'avez très bien décrit, mais tout simplement pour l'emploi. Donc c'est un critère qui rentre dans le problème du bien-être des individus. Et donc Ricardo écrit ça pour aller très vite et pour ne pas faire censer dans l'histoire de la pensée économique. Mais Schumpeter, vous voyez bien que des amis comme Philippe Aghion y reviennent avec beaucoup d'énergie. C'est l'idée qui est positive, alors que Ricardo était plutôt négatif. C'est l'idée que ça se détruit, mais ça recrée. C'est donc, il y a un mouvement qui finalement est en fait indéterminé. Et c'est quand même, il y a beaucoup moins de certitude chez les économistes qu'ailleurs, parce que difficile de savoir ce que sera l'avenir. Par rapport à ça, il y a deux manières de penser les sujets. Une utopie, des utopies stupides de mon point de vue, et des peurs stupides de l'autre côté. Les peurs, c'est très récent. Alors, j'avais écouté par la suite une émission américaine qui s'appelait 60 minutes. L'homme qui s'exprimait est un homme que vous devez connaître, en tout cas de nom, c'est très brillant, plus moyen en économie, en prédiction économique. Là, il utilisait moins l'intelligence artificielle pour la prédiction. Il s'appelait Kai-Fu Lee, et lui, 40% d'emplois supprimés. Point. Pof.
je veux vous dire, les sociétés, c'est pas si facile que ça à manier. Après, il y a eu des couples tout à fait talentueux d'ailleurs, qui sont d'ailleurs, qui ont eu des discussions, j'allais dire des positions qui étaient des positions un peu marketing. Vous savez, vous avez intérêt à avoir des chiffres qui font peur, puis après ça, vous revenez à des choses plus réalistes. Je ne vais pas vous tous les citer, mais les hommes clés, il y en aura peut-être un ou deux qui auront, enfin un qui aura un prix Nobel un jour. Il y a eu Andrew McPhee. Il y a eu surtout deux économistes d'Oxford. Et pour nous autres, les économistes, Cambridge, Oxford, c'est la loi et les prophètes. Hein, c'est ce qu'on fait de mieux. Et eux, ils nous avaient sorti, dans un premier papier, premier bouquin, 47% des emplois qui étaient supprimés. Pas modifiés, supprimés. J'ajoute que des individus, alors eux, c'est très très bons économistes, hein, c'est pas du tout des économistes. Après, ils ont dit, mais on n'a pas voulu dire ça, c'est 47% des emplois qui vont être transformés. Donc déjà, ils redevenaient plus sociodémocrates, plus amis avec de l'humanité. Mais les 47%, ça faisait quand même peur. Et je rappelle juste que dans les prévisions de certains, j'allais dire, épigones de l'intelligence artificielle qui parlent souvent sans réfléchir, ils nous annoncent que dans 120 ans, il n'y aura plus de travail humain. Bon, ça c'était donc les grandes peurs exagérées, marketing, développées, mais qui sont quand même au cœur de la discussion, non pas les 47%, mais au cœur de la discussion des économistes. Et puis, vous avez deux positions que j'ai toujours trouvées, alors avec des hommes tout à fait respectables. Hein. Ne croyez pas que j'attaque les hommes, c'est leurs idées éventuellement. C'était les grandes utopies. Rifkin, malheureusement, préfacé dans son livre en France par Michel Rocard, qui était un homme éminent, mais la fin du travail. Et youpla boum, il n'y a plus de travail, on ne sait pas ce que ça devient, les sociétés sans travail, mais la fin du travail, stupide. Et puis, un homme que j'admirais beaucoup, Alfred Sauvy, alors il avait un raisonnement qui était assez intelligent, hein, mais malheureusement inexact. Il consistait à dire que si je mets, non pas de l'intelligence artificielle, mais de l'innovation, et l'intelligence artificielle, c'est la principale innovation pour les décennies qui viennent, j'améliore la productivité, je baisse les prix. Comme je baisse les prix, j'augmente le pouvoir d'achat des gens. Le pouvoir d'achat des gens va se retrouver dans d'autres secteurs d'activité, donc qui vont se créer. C'est un peu Schumpeter, c'est pas faux. Simplement, c'est une vision, si vous voulez, comme si les choses se passaient en temps réel, et je te fais de l'intelligence artificielle, et ça me supprime les emplois, mais ça permet d'augmenter du pouvoir d'achat, et youpla boum, là où j'avais acheté mon produit 2 fois moins cher, je vais pouvoir acheter je vais pouvoir doubler ma dépense dans tel ou tel domaine. C'est à terme pas faux, c'est la vision schumpeterienne, mais elle est évidemment compliquée. À partir de ça, nous autres, les économistes, toujours, non pas spécifiquement sur l'intelligence artificielle, il y a eu des tas de travaux, mais j'allais dire sur le numérique d'une manière générale, on a un problème, on a un gros problème. C'est que que vous avez expliqué avec beaucoup de talent, c'était passionnant, bute sur une difficulté d'aujourd'hui, qui ne sera pas vraie dans quelques années. Je ne suis pas du tout en train de prédire quelque chose, d'abord j'en suis bien incapable, et en plus je crois trop au progrès scientifique. Mais la réalité de l'économie mondiale, au-delà du fait que la Chine est quand même un phénomène tout à fait exceptionnel de croissance, d'évolution, mais une fois de plus, dans la logique, c'est une partie du monde. Le reste du monde est confronté à une interrogation que un prix Nobel avait très bien exprimée. On voit partout dans le monde des ordinateurs, je vais transformer, on voit partout l'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Le seul endroit où on ne les voit pas, c'est dans les gains de productivité. En termes simples, la pensée aujourd'hui de beaucoup d'économistes, et c'est un sujet, alors là, statistique, compliqué d'ailleurs sur le plan statistique, mais qui constate que par rapport à il y a 20 ans, ou même 15 ans, les gains de productivité ont tous été, dans tous les pays, en tout cas de l'OCDE, divisés par 2, tous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en gros, les gains de productivité, pas la productivité, l'accroissement de la productivité, qui était de 4%, est descendu à 2. En Europe, qui était 2, elle est descendue à 1, et c'est bien gentil. J'élimine évidemment l'année 2020, tout ce qui est en train de se passer.
Donc, c'est des tendances lourdes. Et curieusement, pour des raisons, alors il y a plein de raisons qui vont me conduire peut-être là aussi à une proposition, une conclusion. Mais tout simplement parce que vraisemblablement, la structure même de la population active, son utilisation, évidemment, donne une importance très, très grande aux services, comme vous l'avez dit. Mais les services, ce n'est pas uniquement des services top niveau mondial. C'est aussi le voiturier, c'est des tas d'activités qui ont des productivités extrêmement faibles. La productivité, ou plus exactement le gain de productivité du voiturier, difficile à imaginer. Tout ce que sont les services à la personne, difficile. On réfléchit tous beaucoup sur le fait que le vieillissement que vous avez évoqué tout à l'heure, que Jean-Pierre Raffarin a évoqué tout à l'heure, était évidemment un élément majeur dans, j'allais dire, à la fois dans l'intelligence artificielle, les traitements. La longévité n'est pas venue par hasard, elle est venue par les puissances de calcul qui ont été mis à disposition du secteur de santé. Mais on voit mal comment l'aidant de la personne qui est un aidant professionnel, des personnes âgées ou dépendantes, va avoir des gains de productivité. Et donc, on se heurte à une difficulté qui est très, très difficile à comprendre, c'est que plus on a le sentiment d'une accélération de l'innovation, et évidemment de l'intelligence artificielle, plus on est confronté à ce phénomène très curieux qui est cette limitation ou cette, j'allais dire, faiblesse des gains de productivité qui conduit, et c'est très très important, à deux phénomènes majeurs. C'est un, que nous autres économistes, tout ça je n'y mets pas l'aspect personnel, hein, je ne suis que l'expression de beaucoup de travaux qui sont aujourd'hui sur la table et qui sont, c'est ce que nous appelons la bipolarisation du marché du travail, c'est-à-dire le fait qu'il y a, mettons, 30% de la population active qui est très qualifiée, donc qui vit cette révolution scientifique avec, j'allais dire, beaucoup d'actions et de satisfaction, et puis une partie très importante de la population active qui est en fait déqualifiée ou disqualifiée. Ça pose d'ailleurs un problème politique, je m'aventure là aussi sur un sujet difficile, c'est que c'est évidemment la disparition des classes moyennes. La disparition des classes moyennes, c'est que les qualifications moyennes, quand vous aurez supprimé les greffiers, les trucs, tout ce qui peut être remplacé par la machine, je veux dire, le greffier, il n'aura plus qu'à jouer le rôle du type qui ne sait pas bien ce qu'il va faire. Donc, en tout cas, c'est une interrogation qui est réelle aujourd'hui. C'est que la bipolarisation, elle est réelle. Je ne suis pas en train de parler de l'avenir. Et l'avenir, je le vois beaucoup plus brillant. Je ne suis pas du tout en train d'imaginer un monde dramatique. Je dis juste qu'aujourd'hui, ce sont les constatations. Donc, bipolarisation. Et puis, beaucoup d'économistes américains de top niveau, c'est-à-dire Larry Summers, c'est Gordon, c'est vraiment le top niveau des économistes, pas du tout idéologie, pas du tout, simplement des très 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 bons, qui parlent, à mon avis à tort, de stagnation séculaire. C'est-à-dire que, curieusement, au moment où vous décrivez à juste titre une espèce d'explosion de la connaissance, de la capacité d'utiliser finalement des technologies et des puissances de calcul exceptionnelles, beaucoup d'économistes se situent, alors il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est cette faiblesse des gains de productivité, c'est le vieillissement qui est majeur. Braudel disait, n'oubliez jamais ça, hein, Braudel disait l'histoire du monde, elle se lit à travers l'histoire de la démographie. Et le vieillissement, c'est pas du tout que la population mondiale diminue, c'est simplement que la population mondiale vieillit. Elle vieillit partout. De manière évidemment beaucoup plus importante dans les pays de l'OCDE qu'ailleurs, mais elle vieillit. Et tout ça fait qu'ils imaginent une sorte de stagnation, de plateau de l'économie mondiale qu'on a connu pendant des siècles, hein, les 9e, 10e siècles, ce qu'on a appelé le début du Moyen-Âge, tout ça, ça a été zéro de croissance, hein, zéro de gain de productivité. Et donc, mon idée à moi, et c'est pour ça que je voudrais, au fond, rajouter quelque chose de positif, parce que là, je suis dans le négatif, ce qui n'est pas ni mon tempérament, ni, j'allais dire, productif. C'est que c'est un constat.
les bouleversements sur le marché du travail, j'allais dire liés à l'intelligence artificielle, seront d'une manière ou d'une autre une bipolarisation du marché du travail, liée aussi à beaucoup de phénomènes qui sont j'allais dire, les inégalités qui sont quand même majeures dans nos sociétés. Elles vont sûrement se modifier, mais pour le moment, c'est quand même ça qui existe. Et donc, mon sujet à moi, notamment pour la France, c'est que cette bipolarisation du marché du travail, cette déqualification d'une partie des gens qui ont fait quand même des études, etc., il faut absolument aller contre, je veux dire, politiquement, et là je m'adresse respectueusement vers le Premier ministre, contre, non pas contre ce phénomène, qui à mon avis est très compliqué j'allais dire, à modifier. On sera dans des sociétés de services où il y aura beaucoup de services qui seront quand même, j'allais dire, pas de très grande qualification, mais permettre aux gens qui sont dans des sociétés, qui sont dans cette situation, contrairement à ce qui se passe dans des sociétés comme la société française où l'ascenseur social marche plus très bien, arriver à faire que, j'allais dire, la formation tout au long de la vie, de l'impulsion, au fond politique, son rôle sera d'aller prendre un jeune qui a 30 ans, a l'impression que son avenir est bouché parce qu'il n'est pas très qualifié, de permettre qu'il bouge et qu'il puisse rentrer peut-être dans des qualifications plus fortes et donc avoir des évolutions. Ne vous y trompez pas. Au fond, ce que je veux dire, et une fois de plus, dans une vision très optimiste, parce que je crois beaucoup à la politique et au sens le plus profond du terme, le plus noble du terme, c'est que le progrès scientifique est exceptionnel. Il va permettre des choses formidables comme la longévité, en bonne santé, la durée de vie des gens. C'est une chose exceptionnelle. Elle va permettre à des gens comme moi qui sont nuls en langue de pouvoir enfin aller se promener sans être en permanence complexé. Je suis vraiment très optimiste là-dessus. Simplement, l'impact sur ce thème qui est celui du marché du travail et donc des activités humaines. Il faut y faire très, très attention. Et donc là, le politique, il joue un rôle majeur parce que c'est lui qui permet, au fond, de favoriser le retour des vraies perspectives pour chacun d'entre nous. Celui qui est, au fond, peu qualifié, on va lui permettre tout au long de la vie de pouvoir évoluer et de pouvoir changer. Ce serait ça, au fond, le modèle qui marcherait et qui, à mon avis, permettrait de passer sur cette difficulté-là, qui est celle de l'économiste. Une fois de plus, je vous assure, j'exprime mon point de vue dans cette affaire, mais il ne serait pas très intéressant s'il n'était pas, en réalité, l'expression de beaucoup de positions d'économistes variés. Et alors, j'adore mon ami, je termine là-dessus, mon ami Philippe Aghion, qui est, vous savez, il a toujours la pêche, là, il bouge beaucoup les bras, et lui a une vision très optimiste, et il a raison, et ça donne. Mais je n'arrête pas de lui dire aux politiques de permettre, en gros, la formation sera absolument majeure dans les décennies qui viennent. C'est ça le fond du sujet. Et dans un pays comme le nôtre, ça suppose une sacrée révolution culturelle parce que ce n'est pas ce qu'on a fait de mieux dans les dernières années. Voilà. J'ai peut-être été un peu long, mais j'ai essayé j'allais dire, nuancer le propos scientifique. Sérieux, et moi, c'était politique. Écoutez, à tous les deux, je voudrais exprimer une profonde gratitude. Ça fait un certain temps que je circule dans des débats sur ces sujets. J'ai rarement vu deux exposés aussi précis, aussi porteurs d'informations et de réflexions que vos deux interventions articulées, toujours malicieusement, grâce à Jean-Hervé Lorenzi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses que vous avez développées l'un et l'autre. Et pour reprendre ce que disait Jean-Hervé à l'instant sur cet objectif de qualification, c'est un enjeu pour le politique majeur, puisqu'au fond, le politique aujourd'hui ne connaît pas la matière et qu'on voit bien que l'enjeu, c'est changer la qualification. On parlait des langues tout à l'heure. Moi, j'ai des enfants et des
jeunes que je connais tout autour de moi qui me disent aussi que la langue informatique est plus importante que la langue étrangère aujourd'hui, que l'anglais. Au fond, il faut posséder 3 ou 4 langues informatiques. Donc, ça veut dire que, au fond, la matière d'éducation et de qualification est elle aussi complètement bouleversée. Et donc, en effet, cet enjeu de qualification, comme tous les humanismes auxquels nous croyons, parce que c'est là où se trouve la vraie richesse, le vrai développement. Donc, c'est là où mais naturellement, c'est une révolution aussi complète de la matière même et probablement des pédagogies. Donc là, on a besoin des réflexions des uns et des autres. Alors, on a fait un voyage là, un survol du sujet assez puissant. Alors, voyons un peu les enjeux sur le plan géopolitique maintenant. Bon, est-ce que l'Europe n'est pas en train de passer, enfin, quand je regarde votre hit parade tout à l'heure des grands acteurs, je dis, l'Europe est en train de sortir de l'histoire, au fond. Est-ce que je vois bien que Thierry Breton développe sa créativité et puis sa fermeté sur ces questions-là, mais est-ce qu'il y a des chances qu'on puisse jouer un rôle? Parce qu'au fond, quand on voit les grands acteurs d'un côté et que d'autre part, la scène géopolitique avec la domination des 2 hyperpuissances, on se dit que si on n'a pas une organisation européenne, que finalement, le devenir de l'Europe va se jouer en grande partie sur ce terrain-là. Et donc, on est dans une situation, pour nous quand même, assez tragique. Je ne suis pas pessimiste moi non plus, mais le risque, c'est au fond de sortir un peu de l'histoire. Quand je lis certains commentaires sur ce que pensent les États-Unis ou ce que pense la Chine, tout ça, je crains quelquefois, mon expérience montre que le pire, c'est qu'ils ne pensent pas à nous et que dans l'avenir, ils ne pensent pas à nous et qu'ils ne s'occupent pas de nous et que finalement, nous soyons plus un enjeu. Alors, on sera un enjeu que si on est un acteur sur ces stratégies géopolitiques. Alors, Monsieur Rouquayrol, votre avis là-dessus? On va assez vite parce que je voudrais que Jean-Hervé puisse avoir quelques minutes avant de nous quitter à 10h15. Très bien. Rapidement, c'est vrai que le challenge que vous évoquez est fantastique, énorme. Est-ce qu'on sera simplement un pays sous-développé numériquement au service des hyperscalers, qu'ils soient chinois ou américains? C'est une vraie question. Ce que je vois de la réponse actuelle, c'est que qu'on peut faire en Europe, c'est que justement l'Europe semble avoir repris du poil de la bête. Et déjà, avec l'administration précédente, il faut bien se rendre compte que ils ont lancé une opération de reprise de maîtrise technologique sur les supercalculateurs. Et donc, c'est la base, c'est le hardware, hein, pour aller le plus vite possible. Ils ont lancé aussi des programmes sur le quantique qui sont extrêmement importants. Donc, l'idée d'avoir une politique où on reconstruit comme l'ont fait les Chinois du reste, hein, toute la filière informatique en partant du bas, parce que ça s'empile les couches de l'informatique, en partant du hardware et en remontant, est quand même à l'œuvre en ce moment. Le programme Euro-HPC est pour moi totalement éclairant. Il vise à donner à l'Europe, disons, la maîtrise de la puissance de calcul dans les années qui viennent, au même titre que le Japon, la Chine et les États-Unis. Ça s'est basé sur des technologies françaises au départ, dont je suis un petit peu responsable par ailleurs, mais c'est quand même une opération qui a fortement maintenant le soutien de l'Europe. Deuxième élément, c'est ce qu'on disait avec le commissaire Thierry Breton, qui a vraiment vu comment on pouvait jouer avec les GAFA ou autres pour retrouver de l'indépendance sur les données qui sont un peu le cœur, disons, le fuel de la révolution numérique actuelle. Et ça, c'est corroboré par les grands industriels européens. L'opération Gaia-X que j'évoquais un instant, elle est soutenue au départ par 22 grands industriels européens, franco-allemands, 11 allemands et 11 français, dans lesquels vous allez retrouver la Deutsche Bank, vous allez retrouver BMW, vous allez retrouver Mercedes, Bosch, etc. Tous les grands Allemands sont là. Et du côté français, on va y retrouver aussi des grandes entreprises, vous allez retrouver Orange, vous allez retrouver EDF, etc. Je crois qu'il y a une prise de conscience maintenant qui est faite par les grands industriels européens que s'ils ne maîtrisent pas
justement la circulation des données, s'ils ne maîtrisent pas une partie de l'infrastructure et qu'ils deviennent prisonniers de tel ou tel fournisseur de cloud ou de plateforme, à ce moment-là, c'est leur propre métier qui est en danger très fortement. Et cette réaction qu'on observe dans Gaia X est vraiment très, très intéressante. Elle laisse, disons, un bon espoir de jouer. Et vous savez, je crois que ça a toujours été la réaction européenne. C'est une réaction que j'ai vue, moi, dans les années 80. Dans les années 80, le Google ou le Microsoft de l'époque, c'était IBM. IBM voulait imposer à tout le monde, à toute la planète, ces réseaux de télécommunications. D'accord ? Il y a eu une résistance en Europe pour imposer des standards de télécommunications. Ensuite, c'est devenu IP. Mais l'Europe a réussi à imposer, à faire pièce à IBM, qui était vraiment le dominant de l'époque. Donc, on peut rejouer à partir de la circulation des données que j'évoquais tout à l'heure, l'indépendance de cette circulation des données, le même rôle, c'est-à-dire non pas les sortir du jeu, mais au moins cohabiter en gardant des degrés d'indépendance. Et c'est vraiment la politique de Gaia X. Donc de ce point de vue-là, je suis assez optimiste. Merci. Jean Hervé Lorenzi, je voudrais revenir sur la bipolarisation qu'on constate dans notre société. Au niveau mondial, et si je pense à l'Afrique, est-ce qu'on a une chance que l'intelligence artificielle, que ces modèles qui arrivent, permettent un développement de l'Afrique? On a grosso modo 1 milliard de jeunes à l'horizon de la moitié de ce siècle à intégrer. Si on ne l'intègre pas, on voit bien aujourd'hui, c'est l'emploi ou le terrorisme. Donc, est-ce qu'il y a une chance de trouver une perspective de développement de l'Afrique avec ces approches nouvelles compte tenu des infrastructures dont dispose l'Afrique aujourd'hui? Écoutez, moi je suis là aussi plutôt optimiste parce que ce que peut-être je rajouterai à ce que vient de dire Gérard Rouquayrol, c'est que les mutations sont tellement profondes qu'on peut toujours revenir dans le jeu. C'est-à-dire, je crois que la bataille face aux GAFA d'aujourd'hui, ou sur les moteurs de recherche, tout ça est un peu j'allais dire, ce serait une peine perdue. Il y a eu des tentatives, c'est pas la peine. En revanche, l'idée j'allais dire, d'essayer de revenir dans le jeu au moment où se développent de nouvelles générations, c'est possible. Ça l'a été, par exemple, en Afrique, quand on s'y promène un peu, j'ai pas beaucoup fait, mais j'ai quand même un tout petit peu fait, on s'aperçoit que, par exemple, sur les problèmes de finances numériques, ils sont quelque part, enfin, dans un certain nombre de pays, plus en avance que les pays européens. Donc, il y a cette possibilité-là. Je ne dis pas du tout que la croissance en Afrique est garantie, je dis juste que l'évolution technologique, au fond, est vraisemblablement l'allié de cette, j'allais dire, de ce continent, tout simplement parce que il y a cette ouverture qui est faite. Je dis la même chose d'ailleurs pour l'Europe, si je peux rajouter un mot avant malheureusement de vous quitter, c'est que on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux sujets majeurs. Vous nous avez ouvert des perspectives exceptionnelles sur l'intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de qualités. Notre problème à nous en France, c'est que beaucoup de nos scientifiques, on l'a dit beaucoup sur le vaccin, mais pour beaucoup, chez les économistes partout, vont ailleurs pour des raisons, j'allais dire, à la fois de rémunération. Donc on a des sujets, mais on a en Europe beaucoup d'intelligence, beaucoup d'argent, quand même des pays riches. Si on y met la volonté, et notamment la volonté européenne, c'est pas du tout, l'histoire n'est pas perdue pour les années qui viennent, d'autant plus que, de mon point de vue, mais là je pense que c'est purement, comment dire, c'est une vision totalement non fondée, enfin non documentée comme on le dit. Je pense que les premiers efforts de remise au pas, disons, des GAFA ou des GAFAM par Mme Vestager et par Thierry Breton, c'est très important, mais qu'on n'est qu'au début d'un processus.
Je ne crois pas, mais là, je ne crois pas que dans l'histoire humaine, les politiques aient accepté de se faire déposséder complètement du pouvoir. Or, la logique des GAFA, c'est quand même, c'est une logique humaine, elle est sans limite, c'est quand même de vouloir en réalité se substituer progressivement aux politiques. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, l'équilibre et la bagarre aura lieu. Comment elle se terminera, j'en sais rien, mais c'est pas non plus mauvais pour l'Europe. Et je pense que la position de nos deux commissaires est vraiment utile. Alors dans l'affaire Breton, c'est quand même de la chance. Je rappelle que vous avez parlé tout à l'heure des supercalculateurs, mais il est arrivé avec les supercalculateurs retour curieux de l'histoire de Bull qu'il avait racheté. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même marrant. J'étais au cœur du dispositif. Voilà. Donc je suis assez optimiste parce que, au fond, j'allais dire, cette espèce d'exceptionnelle rapidité de la connaissance et du savoir et de l'évolution, ça redonne des degrés de liberté. Et si on est capable de les saisir, à nous aussi de les aider, à nous de jouer en Europe, et à nous de nous dire, comme vous l'avez dit, que c'est, j'allais dire, pour nous, le fait de tirer l'Afrique vers le haut, c'est une question absolument majeure pour eux, bien entendu, mais j'allais vous dire presque au moins autant pour nous. Voilà, donc optimisme, mais il va falloir la jouer un peu différent sur la formation et la qualification en France et en Europe. Parce que quand on regarde bien, quand on regarde bien le classement des universités, à part les Britanniques, qui restent les meilleurs dans leurs universités, le reste, en Europe, c'est pas top, pas plus d'ailleurs chez nos amis allemands, à l'exception maintenant de Saclay, qui est devenue la 14e université au classement de Shanghai. Ça, c'est formidable. Un grand merci. Je suis obligé malheureusement de vous quitter. Comme je disais à Serge, c'est tout à fait personnel. Donc, si ça aurait été professionnel, je me serais débrouillé. Mais c'est personnel. Mais je voulais vous dire le plaisir que je vous remercie beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'Ambassadeur et Monsieur le Président, d'avoir pu participer à ce débat. Merci beaucoup, Jean-Herbert Lorenzi, de votre contribution pour nous tous très, très fertile. Merci beaucoup. On poursuit cet échange, Monsieur Roquerolles, et on va donner quelques instants la parole à Serge de Gallet pour les questions qui sont adressées. Mais juste un mot sur, un peu en matière d'enjeux, sur nos relations avec les grandes puissances. Au fond, est-ce qu'on est condamné à essayer d'avancer tout seul ou est-ce qu'on peut participer avec nos alliés historiques, les Américains, dans cette plateformisation des choses, qu'on a des projets à concrétiser? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rompre tous les types de partenariats avec la Chine? On voit aujourd'hui les pressions américaines pour que, par rapport à Huawei par exemple, donc on voit un certain nombre de sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, quand on regarde les questions géopolitiques, on voit bien que la relation franco-allemande est une piste majeure pour essayer de constituer France-Allemagne une sorte de petit continent, tout en étant ouvert à tous les autres, mais au moins il y a une force de départ. Donc est-ce que cette force-là avec Gaïa, elle peut être suffisamment fertile, dynamique, puissante pour nous permettre de pouvoir avoir des relations ouvertes mais libres avec les États-Unis d'un côté, avec la Chine de l'autre, en défendant nos propres intérêts? Oui, c'est un sujet difficile, avec une position des GAFA jusqu'à présent qui n'est pas, qui est très très fermée par rapport au partenariat. Alors, ils font des partenariats, je vois des grandes entreprises, notamment françaises, font des partenariats avec tel ou tel, mais ce sont des partenariats parce qu'ils n'ont pas finalement l'offre qui leur est nécessaire au moment où ils en ont besoin. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce de passage obligé de collaborer avec un GAFA. On l'a bien vu dans la construction de l'opération Gaïa-X, une tentative, disons, des GAFA d'expliquer, nous, on a la technologie, on vous la donne, et en fait, c'est pas la peine que vous en occupiez, on est prêt à vous la donner, on est prêt, etc. Alors,
en fait, les membres de Gaia-X n'ont pas marché dans cette affaire. Il faut bien voir que c'est une technique habituelle, je dirais, de nos amis américains, des entreprises américaines. Moi, j'ai connu ça dans les années 80 et quelques, où les grands constructeurs américains venaient en France expliquer c'est pas la peine que la France développe des nouveaux ordinateurs, puisque nous, on les fait. Par contre, vous avez de très, très bons mathématiciens, faites des mathématiques sur nos ordinateurs. Et on retrouve la même démarche à l'heure actuelle avec les GAFA, qui est de dire on construit un laboratoire à Paris, par exemple, ou ailleurs en France. Donc, il n'y a pas fondamentalement une volonté de coopération avec eux. Donc, il y a des rapports de force à créer au départ, malheureusement. Je pense qu'avec l'administration américaine, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'il y a des problèmes de régulation, comme l'évoquait Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure. On ne peut pas laisser se faire je dirais, la tendance où l'entreprise se substitue aux politiques. C'est quand même quelque chose qui est relativement dangereux. Et on l'a vu déjà les prémices de ça. Rappelez-vous, quand au moment de la sortie de l'application Stop Covid, eh bien Google et Apple se sont alliés pour dire voilà ce qu'il faut faire pour recueillir des informations sur les gens contaminés. Et ils ont envahi la planète, sauf la France du reste, avec leurs techniques. Donc ils se sont réellement là substitués aux politiques dans le choix, disons, d'une politique de santé. Donc ça, il va falloir le contrer, je veux dire le contrer par la régulation. Je renvoie à un très bon livre qui est écrit par notre consoeur Joël Toledano sur le sujet de la régulation des GAFA et qui pose bien les problèmes. La régulation est absolument fondamentale. L'administration américaine aussi semble être sensible à cette problématique. Il y a peut-être là, avec les administrations, moyen peut-être de créer des ponts et quelques synergies. Mais là, je suis pas spécialiste. Du côté des Chinois, moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait toujours faire un peu de contre-équilibre aux Américains avec les Chinois. Alors, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions, certes, mais c'est jouable parce que les Chinois, ils ont des difficultés pour sortir de Chine, quelque part, hein, pour raisons culturelles essentiellement. Et donc, on a aussi des billes à leur donner, donc je pense qu'il ne faudrait pas éliminer cette possibilité d'explorer des solutions possibles avec les Chinois. En son temps, j'en avais poussé une autour de microprocesseurs communs. Ça pourrait se faire sur d'autres mécanismes de fonctionnement du cloud en particulier. Et simplement pour des raisons d'équilibre, hein, en étant bien entendu conscient de ce qu'on fait. Le point que je voudrais dire aussi, c'est que il y a en Europe des communautés de techniciens capables de faire les clouds qui est extrêmement importante. On n'a pas de retard technologique au niveau des individus pour élaborer ces très grosses infrastructures que sont les clouds. Et on en trouvera un peu partout parce que on est un pays nous sommes des pays qui ont un niveau d'enseignement supérieur quand même élevé, où les gens ont un minimum, disons, de culture et de savoir-faire. Et donc, le problème en Europe n'est pas d'avoir une pénurie de compétences sur comment faire un cloud. C'est de pouvoir les réunir et les mobiliser pour le faire. C'est plus ça, si vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Rouquayrol. Est-ce que Serge de Gallet m'entend? Oui, j'entends. Bon, beaucoup de questions et je pense que il y a un sujet qui revient dans ces questions parce que nous avons une participation africaine assez importante. C'est naturellement, la question peut être posée à Jean-Hervé, mais également à Gérard Rouquayrol. On parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de l'Europe, mais qu'en est-il du reste du monde et de l'Afrique? Il y a la fuite des cerveaux, le brain drain.
il y a le fait que l'Afrique, s'agissant du numérique, même si elle y recourt de manière plus importante, est plutôt un consommateur qu'un producteur, qu'un créateur. Il y a naturellement le fait avec ce jumeau numérique que finalement on peut installer de l'autre côté de la Méditerranée des usines super automatisées sans qu'on ait besoin de main-d'œuvre. La production, l'entretien, la réparation se faisant à distance ou avec des interventions très ponctuelles. Donc, la question peut être formulée de la manière suivante vis-à-vis de Gérard Rouquayrol. Est-ce que dans cet écosystème de création d'une économie, d'une société numérique, il y a de la place pour le reste du monde? Ça, c'est la première question. Deuxième question, toujours à Gérard Rouquayrol, c'est que l'Europe n'a jamais manqué d'ambition, mais, cela vient d'être dit à l'instant, elle a beaucoup de difficultés à transformer ses ambitions en projets juste à temps. Donc, ça renvoie au fonctionnement de la coopération intra-européenne, qui est un vieux sujet, avec la place qu'il faut laisser à la Commission, hein, dans une optique de centralisation des moyens et de leur gestion, et la manière d'associer les États membres, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais en arrivant quand même à une certaine efficacité, non pas une dispersion, comme on peut le constater avec la loi du juste retour. Une question pour Jean-Pierre Raffarin. Tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin a évoqué naturellement la dimension politique de l'intelligence artificielle, de la nouvelle économie, de la nouvelle société, mais au-delà d'un positionnement difficile des politiques vis-à-vis de ce sujet neuf, est-ce que dans l'évolution des sociétés à travers le monde, l'intelligence artificielle est-elle de droite ou de gauche? Est-ce qu'elle est neutre politiquement? Est-ce qu'à travers ces phénomènes d'aggravation d'inégalités, de renforcement de l'élite, etc., sur les bancs de l'hémicycle, où mettrait-on l'intelligence artificielle? Voilà trois questions. Mais comme je le disais, il y en a beaucoup d'autres. Et je pense en particulier les relations avec le reste du monde, ça mériterait en soi un travail de réflexion et un nouveau webinaire. Merci. Monsieur le Président Rouquayrol, vous avez la parole. Le reste du monde. Le reste du monde. Oui, merci. Bon, c'est effectivement une question importante et je n'ai pas forcément tous les éléments de réponse, mais je voudrais insister sur un point que favorisent les plateformes. Hein. La plateforme, quand vous regardez sa mécanique, ça sert d'abord et avant tout à créer un circuit court entre le producteur et le consommateur. Circuit court qui peut se faire, par exemple, dans une région de France, dans un département, dans une ville. Et on l'a bien vu au moment de la crise, au moment du premier confinement, où des paysans se mettaient à faire du click and collect avec leur propre production et mettaient en place des plateformes pour acheter leurs salades et leurs poireaux, etc. Donc, il y a une vertu dans les plateformes, il y en a beaucoup, mais il y en a en particulier une qui est celle d'organiser des circuits courts. Et ça, c'est une dimension qui me semble vraiment importante à pousser en France au niveau des collectivités locales, certes, mais en Afrique aussi, bien entendu, puisque là, tout est à faire. Hein. Et il n'est pas, je dirais, il est relativement aisé, notamment dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de l'alimentation, qui sont probablement en Afrique des éléments assez fondamentaux de la vie courante. C'est des choses qui peuvent être vraiment mises en place à relativement peu de moyens et qui peuvent rendre des grands services dès lors qu'on peut aussi doter
les Africains d'un minimum de téléphones portables, etc. Opération qui est déjà pas mal engagée, puisqu'on sait que les Africains ont utilisé le fait qu'ils étaient en retard pour essayer d'être plus en avance sur la mobilité. Donc, c'est des choses vraiment, je pense, auxquelles il faut réfléchir, parce que cet aspect circuit court est relativement peu utilisé pour l'instant, et pas qu'en Afrique, du reste, il peut être, bien entendu, dans les régions françaises, tout à fait bien utilisé. Donc, ça serait ça un peu ma réponse. Je pense aussi que l'imagination dont ont fait preuve les Africains, en particulier en termes, et Jean-Hervé Lorenzi le rappelait, en termes de paiement, hein, de micro-paiement en particulier, et le fait que ça a très très bien marché. Hein. Il faut bien voir qu'Orange est devenu le Google du micro-paiement, hein, d'une certaine manière, en Afrique. Et bien ça, c'est des choses qui reposent sur la culture et puis sur la créativité africaine, et qui permettrait probablement fortement d'améliorer les choses. Donc, au moins sur ces deux angles-là, je pense que l'Afrique pourra tirer parti des plateformes, quitte à en développer elle-même, ce qui est peut-être un peu plus difficile, mais au moins pourra en tirer parti. Est-ce que, M. Rouquayrol, on peut considérer qu'on associe assez l'Afrique à nos réflexions? Parce que finalement, on est en train, là, dans un domaine où on voit bien que les coproductions sont très importantes. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à associer le continent africain un peu aux réflexions stratégiques de l'Europe? Est-ce que c'est, à votre avis, suffisamment fait? Parce que dans ce contexte-là, il est évident qu'on a besoin d'une forme de pédagogie, d'une part scientifique et d'autre part populaire, et que si l'Europe n'associe pas dès maintenant l'Afrique à un certain nombre de réflexions, on risque à un moment ou à un autre de se retrouver avec des décalages qui rappellent les moments de notre histoire pas faciles. Et je pense qu'on est peut-être là dans une situation où on aurait tout intérêt à penser le sujet aujourd'hui en amont avec l'Afrique. Ah oui, moi je pense totalement, hein, totalement. Il suffit de parcourir un peu l'Afrique, comme je l'ai fait ces dernières années, pour s'apercevoir que la présence chinoise est tellement importante que si on continue, on aura quelques difficultés par la suite. Donc je pense qu'on peut les associer, il faudrait les associer effectivement à nos réflexions sur la plateformisation, regarder comment ils peuvent. J'y vais fin avril en Afrique, c'est justement pour aborder ce genre de sujet en Côte d'Ivoire. Je pense que ça mérite vraiment vous avez tout à fait raison, une réflexion approfondie. Parce qu'au fond, puisque nous en arrivons au terme de nos échanges, une des grandes leçons de votre intervention, de ce qu'on peut retirer de ce que vous nous dites quand même, c'est que l'intelligence artificielle, c'est autant et peut-être plus une affaire de pensée aujourd'hui qu'une affaire de technologie. Que c'est de la capacité à penser, puisqu'au fond, ce sont ces mouvements, la liberté de circulation des données et un certain nombre de sujets comme cette vision de la plateformisation que vous avez, c'est-à-dire que vous identifiez des sujets sur lesquels il nous faut avoir une pensée d'avance, ou en tout cas ne pas les attendre tard. Absolument. Et ça, je crois que c'est un apport très important de votre message, et je pense qu'il est essentiel sur ces sujets-là d'avoir une ambition, si ce n'est pédagogique, au moins d'ouverture de la réflexion, de manière à associer des partenaires, tout comme les partenaires africains pour cette perspective euro-africaine sur le sujet, mais aussi dans la société française, de pouvoir associer un certain nombre de gens, notamment les jeunes générations, notamment les milieux, pour qu'on ait un terreau intellectuel fertile, parce que là, il ne s'agit pas de sujets qui se limitent à des questions technologiques ou techniques, mais c'est vraiment de penser du sujet. Il faut maîtriser la technologie, mais pour avoir accès au niveau de pensée. Et donc, je crois que c'est un débat très intéressant. Je voudrais vous remercier beaucoup, Monsieur Rouquayrol. Je n'oublie pas la question sur l'intelligence artificielle
est-elle de droite et de gauche? C'est naturellement assez compliqué. Au départ, on la voit forcément de droite. D'abord parce qu'elle vient d'en haut, et parce que globalement, elle vient de ceux qui savent, c'est une dynamique, c'est une initiative, et donc c'est un mouvement, et au fond, il y a là je dirais, une culture entrepreneuriale qui est assez puissante. Mais on a vu aussi que naturellement, cela pouvait conduire à des bipolarisations, notamment sur le plan du marché du travail. Donc là, il y a forcément un appel au lien social. Lénine disait « toute consolation est réactionnaire ». Donc si on pense à cette bipolarisation comme une consolation, à ce moment-là, elle pourrait être, y compris la préoccupation sociale, pourrait même être un peu de droite. Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce qu'on voit bien qu'on est sur des questions vraiment très, très humanistes, où cette réalité augmentée, cette intelligence augmentée, on est là finalement sur la capacité de l'homme à être plus grand que lui-même, mais à maîtriser sa grandeur. Et donc on voit bien là qu'il y a une ambition humaniste, personnaliste, d'Emmanuel Mounier et beaucoup d'autres, et on peut retrouver naturellement des branches du socialisme dans cette perspective et de l'homme nouveau et de l'homme augmenté. Donc, on ne peut pas, je crois, facilement répondre à cette question, si ce n'est que sur certains aspects, on voit une dynamique de droite, on voit la nécessité d'une solidarité de gauche, et donc, au fond, il faut installer au Parlement l'intelligence artificielle au centre. C'est là, naturellement, que se situe en général l'avenir. Donc, voilà ma réponse, en sachant que c'était un clin d'œil. Et surtout, mes remerciements à vous, Monsieur le Président Rouquayrol, à Jean-Hervé. Merci. Je voudrais vraiment vous féliciter. Je ne le fais pas à chaque webinaire, mais j'ai trouvé que vos contributions étaient, en tout cas pour une fondation comme la nôtre, extraordinairement fécondes, et ça nous permettait ça nous permettra de poursuivre une réflexion grâce à des charpentes d'idées, ce que vous nous avez dit sur la plateformisation, sur ces doublures numériques, sur cette prédiction du réel avec les data, avec ce que répond aussi sur certains sujets, j'aurais fait notamment ce point important du plafonnement de la productivité, qui nous est un sujet quand même très important, les questions liées à l'organisation sociale, les classes moyennes, enfin tout ceci montre qu'il y a beaucoup d'intérêt à débattre, à jardiner ce sujet, et c'est, je pense, quelque chose de très important que nous avons fait ce matin, et je voudrais vous en remercier. Je remercie Elisa Lahaye, la secrétaire générale de la Fondation, le directeur Serge Degallet et toutes les équipes qui ont travaillé sur ce sujet, tous nos partenaires de cette réflexion engagée déjà depuis de nombreux mois. Et donc, je rappelle la sortie de ce livre aux éditions Ginko, Intelligence artificielle, qui est le fruit de nos travaux et qui permet de prolonger par des réflexions utiles comme celle de ce matin, grâce notamment à nos intervenants. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, monsieur.